Bienvenue sur le champ de l'acier, la chaîne où nous croyons que l'histoire est écrite par ceux qui osent défier les conventions. Quand nous pensons aux armes légendaires de la Seconde Guerre mondiale, un nom domine tous les autres. Un nom qui a changé le destin du front de l'Est, le T-34. Ce char est devenu le symbole de la victoire soviétique, la machine qui a brisé la Wehrmacht. Nous connaissons ses concepteurs russes, Kochkine et Morozov. Mais si je vous disais que le cœur de ce char, l'âme de sa mobilité, l'invention qui lui a permis de dominer les steppes, n'a pas été inventée en Russie? Si je vous disais qu'il a été créé par un Américain, un inventeur de génie, un designer si arrogant, si têtu et si méprisé par sa propre armée, qu'il a été licencié, humilié, et son prototype jeté au rebut. C'est l'histoire d'une vengeance posthume. L'histoire d'un homme qui a vu son chef-d'œuvre rejeté par son pays, pour être ensuite secrètement racheté par l'ennemi de son ennemi, et transformé en l'arme qui allait gagner la guerre. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire du designer licencié qui a transformé son prototype mis au rebut en une légende. Si vous aimez ces récits où le génie d'un seul homme, même rejeté, change le monde, abonnez-vous au Champ de l'Acier. Laissez un j'aime en l'honneur de ce génie oublié. Et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous écoutez cette histoire incroyable. Notre histoire commence dans les années 1920. L'Amérique est en pleine année folle, une ère de jazz, de prospérité et d'excès. Mais l'armée américaine, elle, vit encore en 1918. L'US Army Ordnance Department, le bureau qui conçoit les armes, est dirigé par des généraux conservateurs, des hommes à la moustache épaisse qui pensent encore la guerre en termes de tranchées, de barbelés et d'artillerie. Pour eux, le char d'assaut, cette nouvelle invention, n'est qu'un briseur de tranchées. Il doit être lent, lourd comme un cuirassé, et avancer à la vitesse d'un homme qui marche. Leurs prototypes sont des boîtes en acier, lentes, peu fiables, qui s'effondrent sous leur propre poids. Et dans ce monde de tradition militaire amidonnée, un homme fait l'effet d'une bombe. Il s'appelle G. Walter Christie. Christie n'est pas un soldat. C'est un inventeur pur sang, un designer. Un homme qui a commencé par construire des voitures de course. Il est l'incarnation du rêve américain, mais aussi de son arrogance. Il est bruyant, impatient, il sent l'huile de ricin et la benzine, et il méprise ouvertement les vieux fossiles de l'Ordnance Department. Pour lui, la guerre n'est pas une question de poids, c'est une question de vitesse. Il a une folie, une obsession qui le ronge. Le char ne doit pas être de l'infanterie, il doit être de la cavalerie. Il doit être capable de frapper l'ennemi à 100 km à l'heure, de contourner ses défenses et de frapper ses lignes arrière. Les généraux le prennent pour un fou. En 1928, Christie présente son premier prototype, le M1928. L'armée est venue pour assister au test, s'attendant à voir un autre échec. Ce qu'ils voient les laisse sans voix. Le M1928 de Christie est une créature d'un autre monde. Il a d'énormes roues, sans bogies, et surtout, une invention révolutionnaire, la suspension Christie. Au lieu des ressorts à lame rigide des autres chars, chaque roue du M1928 est indépendante, montée sur un levier relié à un ressort hélicoïdal massif, vertical, lui permettant un débattement de près de 30 cm. C'est une suspension de voiture de course sur un véhicule blindé. L'armée s'attend à ce qu'il atteigne 15 km/h. Christie, un cigare au coin de la bouche, grimpe dans le siège du pilote. Il fait un signe. Sur la piste d'essai, le M1928 s'élance. 30 km/h, 50 km/h. Les généraux arrêtent de sourire. 70 km/h. L'engin, sur ses chenilles, dépasse les voitures d'état-major qui tentent de le suivre. Puis Christie fait l'impensable. Il ordonne à son équipe de retirer les chenilles, car c'est l'autre partie de sa folie. Le char peut rouler aussi sur ses roues, comme un camion. Sur la route pavée, le M1928, un monstre de 10 tonnes, atteint la vitesse stupéfiante de 110 km à l'heure. C'est l'engin blindé le plus rapide du monde. Un record qui tiendra 30 ans. Les jeunes officiers sont en extase. Les vieux généraux sont horrifiés. « C'est un jouet !» hurle un colonel. « C'est une voiture de course. Ce n'est pas un char. Il n'a pas de blindage. Son canon est ridicule. C'est mécaniquement peu fiable. C'est un coup de cirque. » C'est là que le drame se noue. L'Ordnance Department ne voit pas le potentiel.
Ils ne voient que les défauts. Ils exigent que Christie modifie son prototype. Ajoutez 10 tonnes de blindage, lui disent-ils. Ajoutez un canon de 60 km. Christie est furieux. Vous n'avez rien compris. Si j'ajoute du poids, je perds la vitesse. Et la vitesse, c'est l'armure. La bataille entre le designer et la bureaucratie dure des années. L'armée commande quelques prototypes, les T3 Medium Tank, mais à chaque fois, ils forcent Christie à faire des compromis. Ils alourdissent le char, ils compliquent la conception. Et quand le char, dénaturé, tombe en panne, ils blâment le concept de Christie. Christie, arrogant et incapable de faire des compromis, finit par les insulter publiquement. Il les traite d'idiots myopes, incapables de voir l'avenir. La rupture est totale. En 1931, alors que la Grande Dépression ravage l'Amérique, l'US Army annule tous les contrats avec J. Walter Christie. Il le déclare fournisseur non fiable et persona non grata. Il est, de fait, licencié. Son chef-d'œuvre, le nouveau M1931, est rejeté. Son entreprise fait faillite. Le designer de génie est ruiné, humilié par son propre pays. Son prototype révolutionnaire, l'engin le plus rapide du monde, est mis au rebut, abandonné, et commence à prendre la poussière dans un garage froid du New Jersey, attendant la ferraille. Le hangar de J. Walter Christie dans le New Jersey n'était plus un laboratoire d'innovation. C'était un mausolée. Un tombeau froid où 2 des machines de guerre les plus avancées du monde, les prototypes M1931, prenaient la poussière à côté des machines-outils saisies par les banques. Christie était un homme brisé. Le designer licencié passait ses journées à écrire des lettres furieuses au département de la guerre, des lettres qui n'étaient jamais lues. Il était ruiné, mais il était surtout enragé. Il avait offert à son pays la supériorité militaire sur un plateau d'argent, et on lui avait ri au nez. Son génie avait été mis au rebut. Et Christie, dans sa fureur, décida que si l'Amérique ne voulait pas de son invention, il la vendrait à quelqu'un qui la voudrait. Il commença à frapper à toutes les portes. Il offrit ses brevets à la Grande-Bretagne. Les Britanniques, tout aussi conservateurs que les Américains, furent polis. Ils admirèrent la vitesse, mais jugèrent la suspension inutilement complexe et le concept tactiquement irresponsable. Ils achetèrent un seul prototype juste pour l'étudier et l'enterrèrent dans leurs propres archives. Christie essaya la Pologne. Les Polonais étaient intéressés, mais ils n'avaient pas les moyens financiers. Le designer était dans une impasse. Son chef-d'œuvre allait mourir avec lui. Et c'est alors, dans le silence de son atelier en faillite, qu'il reçut la visite la plus improbable. Ce n'étaient pas des militaires en uniforme. C'étaient des hommes en costume civil gris, mal coupés, qui parlaient un anglais approximatif avec un accent slave. Ils se présentèrent comme des représentants de l'Amtorg, la société commerciale officielle de l'Union soviétique aux États-Unis. Ils n'étaient pas intéressés par les chars. Officiellement, ils étaient là pour acheter. Des tracteurs agricoles. L'Amérique, en pleine dépression, ne posait pas de questions quand quelqu'un avait de l'argent liquide. Et les Soviétiques en avaient. L'armée rouge, à l'époque, était un géant endormi, une masse d'infanterie mal équipée. Mais Staline et ses maréchaux, Tukhachevski en tête, n'étaient pas des vieux fossiles. Ils étaient obsédés par une nouvelle doctrine, la bataille en profondeur. Gluboki Boy. Une théorie qui, ironiquement, ressemblait à la folie de Christie. Des vagues de chars rapides, perçant les lignes ennemies et fonçant de 300 km pour détruire les communications et l'artillerie. Ils avaient la doctrine, mais ils n'avaient pas la machine. Leurs chars, les T-26 et les BT, étaient des copies de modèles occidentaux, lents et fragiles. Quand les espions soviétiques à Washington envoyèrent les rapports sur le fou nommé Christie et son char de 110 km/h, le Kremlin y vit non pas une folie, mais la réponse. Les hommes de l'Amtorg s'assirent dans le bureau froid de Christie. « Monsieur Christie, dit leur chef, nous avons lu vos brevets. Nous comprenons ce que vous essayez de faire. Votre armée pense que vous êtes un rêveur. Nous pensons que vous êtes l'avenir. » Pour Christie, ce fut une rédemption. Il se moquait de savoir s'ils étaient communistes. Il se moquait de savoir s'ils étaient l'ennemi. Ils étaient les seuls à avoir compris son génie. L'affaire fut conclue en secret. Ce fut l'un des actes de trahison ou de clairvoyance industrielle les plus importants du XXe siècle. Christie
amer et désireux de se venger de l'armée américaine, accepta de vendre 2 de ses prototypes M1931. Mais il y avait un problème. Le département d'État n'autoriserait jamais l'exportation d'une arme vers l'Union soviétique. C'est là que le statut de rebut du prototype devint sa plus grande force. Ce ne sont pas des chars, expliqua Christie aux autorités douanières. Ce sont des châssis de tracteurs expérimentaux. L'armée les a rejetés. Ils sont inutilisables. Je les ai vendus à la ferraille à une société commerciale. Pour prouver ses dires, il fit une chose simple. Il enleva les tourelles. Les 2 prototypes furent revendus officiellement pour 60 000 $ en tant que tracteurs agricoles. En décembre 1930, 2 caisses massives furent rechargées sur un cargo dans le port de New York, à destination de Leningrad. À l'intérieur de ces caisses, il n'y avait pas de rebut. Il y avait le cœur de la future armée rouge. Le designer licencié venait de donner à Staline la clé qui allait, 10 ans plus tard, changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Quand les caisses du tracteur agricole de J. Walter Christie furent ouvertes dans le port gelé de Leningrad, en janvier 1931, ce fut un moment de choc et de révélation. Les ingénieurs soviétiques, habitués à leur T-26 lent, des copies du Vickers britannique, et à leur T-28 lourd et multitourelle, n'avaient jamais rien vu de tel. Ils n'ont pas vu un rebut, ils n'ont pas vu une folie, ils ont vu l'avenir. Le prototype, même sans sa tourelle, était une créature d'un autre monde. Ils ont été stupéfaits par 2 choses, la simplicité de la coque et la complexité de la suspension. Chaque roue, massive et indépendante, avec son ressort hélicoïdal géant. C'était la solution au problème qui les hantait. Comment traverser les steppes russes, ces mers de boue au printemps et de neige en hiver? Les généraux américains avaient vu un jouet de course. Les généraux soviétiques ont vu l'arme parfaite pour la guerre en profondeur. Immédiatement, les prototypes furent envoyés à l'usine de locomotives de Kharkov, KHPZ, un complexe industriel gigantesque qui allait devenir le cœur de la fabrication de chars soviétiques. L'ordre de Staline était simple. Ne le copiez pas. Absorbez-le. Et rendez-le russe. Ce fut le début de la série de chars la plus importante et la plus méconnue de la guerre, le Bystrokodny Tank, char rapide, ou BT. Le BT-2, le premier-né, était presque une copie conforme du Christie M1931, mais avec une tourelle russe simple et un moteur d'avion Liberty M17, une copie du moteur Liberty américain, bricolé pour tenir dans le châssis. Quand il roula sur le polygone d'essai, il atteignit les mêmes vitesses folles que le prototype de Christie. Les maréchaux russes étaient en extase. Ils avaient leur cavalerie. Pendant les années 30, les Soviétiques ont fait ce que les Américains avaient refusé de faire. Ils ont cru en l'idée de Christie. Ils ont produit des milliers de chars de la série BT, BT5, BT7. Ces chars étaient le cœur de leur division blindée. Ils étaient si fiers du concept de Christie qu'ils ont même gardé sa folie la plus inutile. La capacité de rouler sur les roues sans les chenilles. Des milliers de chars basés sur le rebut d'un Américain licencié défilaient sur la place rouge, tandis qu'aux États-Unis, l'armée s'entraînait encore avec des chars à 15 km/h. Mais l'histoire n'est pas si simple. Le prototype de Christie était un génie incomplet. Il avait donné aux Soviétiques la vitesse, mais il ne leur avait pas donné la survie. En 1937, la guerre civile espagnole éclata. Staline y envoya ses invincibles chars BT-5 pour aider les républicains. Ce fut leur premier contact avec la réalité. Contre les Panzerpymer allemands, ils étaient des rois. Mais contre le nouveau canon anti-char allemand de 37 mm, le PAK-36, ce fut un massacre. Le blindage du BT-5, hérité de la philosophie de Christie, la vitesse et l'armure, était fin comme du papier. Les obus allemands le traversèrent de part en part. Pire encore, le moteur Liberty à essence s'enflammait au premier impact. Les BT-5 brûlaient comme des torches. Les équipages les surnommèrent les cercueils rapides. Les rapports qui revinrent d'Espagne firent l'effet d'une bombe à Moscou. La folie de Christie, la légende de la vitesse, avait un défaut mortel. Elle était rapide, mais elle était faible. Le designer licencié avait donné aux Russes un pur sang, mais ils avaient besoin d'un rhinocéros. C'est ici que l'histoire du rebut prend son tournant le plus décisif. L'armée rouge était divisée. Les vieux fossiles soviétiques, comme le maréchal Vorochilov, voulaient abandonner le concept Christie, le jugeant trop fragile,
et revenir à des chars d'infanterie lents et lourds, exactement la même erreur que les Américains avaient commise 10 ans plus tôt. Mais un petit groupe d'ingénieurs à Kharkov, dirigé par un homme brillant et discret nommé Mikhail Kochkine, n'était pas d'accord. Kochkine, lui, avait compris le génie de Christie. Il savait que le problème n'était pas la suspension. La suspension était un miracle. Le problème, c'était tout le reste. En 1937, Kochkine reçut une mission secrète de Staline lui-même. Prenez le châssis du BT. Gardez la vitesse de Christie, mais rendez-le invulnérable. C'était une demande impossible. Comment garder la vitesse tout en ajoutant du blindage? C'est un paradoxe physique. Et c'est là que Kochkine, le fils adoptif de Christie, eut son propre éclair de génie. Il allait garder la suspension Christie, les grandes roues indépendantes et les ressorts verticaux. Mais il allait changer 2 choses. D'abord, le blindage. Il n'allait pas seulement l'épaissir, il allait l'incliner. Inspiré par d'autres prototypes, il décida que le nouveau char n'aurait aucune surface verticale majeure. Il serait composé de plaques soudées, inclinées à 60 degrés, pour que les obus allemands ne pénètrent pas, mais ricochent, la même folie que d'autres inventeurs obscurs avaient eue. Deuxièmement, le moteur. Il jeta le moteur à essence Liberty, ce crémateur. Il le remplaça par un nouveau moteur révolutionnaire, un V12 diesel en aluminium, le V2. Un moteur plus lourd, moins rapide, mais qui avait un couple monstrueux et, surtout, dont le carburant n'explosait pas à l'impact. Et enfin, Kochkine fit la chose la plus intelligente. Il rejeta la folie de Christie qui ne fonctionnait pas. Il supprima la capacité de rouler sur les roues. C'était trop complexe, trop lourd. Le nouveau char serait chenille seulement. Le prototype fut nommé A32. Quand Kochkine le présenta à l'état-major, ce fut une répétition de l'histoire de Christie. Les maréchaux conservateurs le détestèrent. Il est laid. Il est trop complexe à fabriquer. Le diesel ne fonctionnera jamais en hiver. Ils rejetèrent le A32. L'invention de Christie, même améliorée, était sur le point d'être mise au rebut une seconde fois. Kochkine, dans un acte de défi qui allait lui coûter la vie, fit ce que Christie n'avait jamais pu faire. Il court-circuita l'armée. Il écrivit directement à Staline. Staline, intrigué, ordonna une démonstration privée. En septembre 1939, sur un polygone d'essai près de Moscou, le A32 de Kochkine fit son spectacle. Il roula dans la boue, il franchit des obstacles. Staline, regardant le blindage incliné, demanda « Et le blindage ?» Kochkine lui montra les tests. Le Pak 36 de 37 mm, l'arme qui avait détruit les BT en Espagne, rebondissait sur le blindage incliné du A32 comme une balle en caoutchouc. Staline, qui ne se fiait qu'à la force brute, prit sa décision. Il se tourna vers ses maréchaux stupéfaits. « C'est ce char que vous allez construire. Et appelez-le le T-34. » Le prototype mis au rebut de J. Walter Christie, licencié par l'Amérique, rejeté par l'Angleterre, avait trouvé un nouveau père. Kochkine l'avait transformé. Il l'avait habillé d'une armure inclinée et lui avait donné un cœur diesel. La légende était née. Mikhail Kochkine avait réussi. Il avait pris le rebut de Christie et l'avait transformé en une arme de guerre parfaite. Mais le destin est un poète cruel. Kochkine, pour prouver que son T-34 n'était pas un jouet fragile comme le T-3 de Christie, entreprit l'acte de défi ultime. En mars 1940, en plein hiver russe, il décida de conduire personnellement les 2 prototypes A32, désormais renommés T-34, sur un trajet de 2000 km, de son usine de Kharkov jusqu'au Kremlin, à Moscou, pour les montrer à Staline. C'était une folie. C'était un rallye à travers la glace et la boue, sans pièces de rechange, sans soutien. Le voyage fut un enfer. Les chars, y compris celui conduit par Kochkine, tombèrent en panne, furent réparés dans la neige, mais ils arrivèrent. Ils arrivèrent à Moscou, prouvant leur fiabilité. Mais le voyage tua son créateur. Kochkine, trempé et gelé, contracta une pneumonie foudroyante. Il mourut en septembre 1940, quelques mois seulement après avoir vu son chef-d'œuvre approuvé pour la production de masse. Il ne vit jamais ce que sa création allait accomplir. Il fut le premier martyr de la légende du T-34. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, J. Walter Christie, le designer licencié, était toujours un paria. Il avait entendu des rumeurs sur ce que les Russes faisaient avec son invention, mais il était impuissant.
Il essayait désespérément de vendre à l'armée américaine son nouveau prototype, le M1940, une autre merveille de vitesse. L'Ordnance Department le reçut avec un mépris glacial. « Monsieur Christie, lui dirent-ils, l'avenir n'est pas à vos voitures de course. L'avenir est aux forteresses terrestres. » Ils lui montrèrent fièrement leur nouveau plan. C'était le M3 Grant Lee, un monstre de 27 tonnes, haut comme un immeuble, couvert de rivets, et dont le canon principal était monté, dans la coque, incapable de pivoter. C'était la pire conception de char de la guerre, une régression vers 1917. L'Amérique, le pays de l'innovation, avait officiellement rejeté l'avenir et choisi l'échec. L'invention de Christie était morte dans son propre pays. Puis, le 22 juin 1941, Opération Barbarossa, la plus grande invasion de l'histoire humaine, est lancée. 3 millions de soldats allemands, 3600 panzers, déferlant sur l'Union soviétique. Les généraux de Hitler s'attendent à une victoire en 6 semaines. Et, au début, ils l'obtiennent. La Luftwaffe détruit l'aviation soviétique au sol. Les Panzers 3 et 4, l'élite de la Wehrmacht, rencontrent les vieux BT-7 et T-26 russes. Et c'est un massacre. Les canons de 37 mm et 50 mm des Allemands tranchent le blindage papier des chars russes. La doctrine de Christie, la vitesse et l'armure, s'avère être un échec. Quand elle n'est pas complète, les Allemands avancent de 500 km en quelques semaines. La victoire semble totale. Ils sont enivrés par leur succès. Jusqu'en octobre 1941, près de Mtsensk, le général Oberst Heinz Guderian, le père de la Blitzkrieg, mène sa 4e Panzerdivision vers Moscou. Ses hommes sont fatigués, mais confiants. Leurs éclaireurs signalent des chars ennemis. « Encore des BT », dit le commandant du Panzer IV, le lieutenant Hans von Müller. « Alignez-les. » Ils ouvrent le feu à 800 mètres, et le monde de Hans von Müller s'effondre. Boing, J. Le son est inconnu. Ce n'est pas le clac d'une pénétration. C'est le son d'un ricochet. L'obus de 50 mm a rebondi sur le blindage avant du char ennemi. « Encore! Feu !» hurle von Müller. Boing, J. Un autre ricochet. Le T-34, ce monstre incliné que personne n'a jamais vu, ne s'arrête pas. Il ne ralentit même pas. Et il est rapide. Il n'est pas sur la route. Il est dans le champ boueux, la Rasputitsa, qui a immobilisé les propres camions de von Müller. Mais ce char, il flotte sur la boue. Les énormes roues indépendantes, la folie de Christie, absorbent chaque bosse, chaque trou. Il avance comme un cuirassé dans une mer agitée, sa large chenille lui donnant une traction que le Panzer ne peut qu'envier. C'est le premier Panzerschreck, le choc du char. Le T-34 s'arrête. Il pivote. Son long canon de 76 mm crache le feu. L'obus frappe le Panzer IV de von Müller en plein centre. Il n'y a pas de ricochet. L'obus traverse le blindage allemand comme s'il n'existait pas. Le Panzer explose. Ce n'est pas un incident isolé. C'est une épidémie. Sur tout le front, les généraux allemands reçoivent les mêmes rapports paniqués. Nos canons ne peuvent pas les percer. Ils sont plus rapides que nous. Ils vont là où nous ne pouvons pas aller. Guderian lui-même, après avoir examiné une épave de T-34, écrit dans son journal une phrase qui changera la guerre. « Nous avons été surclassés ». Il ordonne à une commission d'ingénieurs allemands d'examiner l'engin. Et quand il regarde, sous la coque, que voit-il? Il ne voit pas Kochkine. Il ne voit pas Staline. Il voit les grandes roues de J. Walter Christie. L'invention que l'Amérique avait mise au rebut venait, ironiquement, de sauver la Russie. Le designer licencié avait, sans le savoir, armé l'ennemi de son ennemi et changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Le Panzerschreck, le choc du char, d'octobre 1941, ne fut pas un simple incident de bataille. Ce fut un séisme qui fit trembler les fondations du Troisième Reich. Les rapports paniqués de Guderian, confirmés par tous les généraux du front, ne parlaient pas d'une défaite. Ils parlaient d'une extinction. La Panzerwaffe, fierté de l'Allemagne, était devenue obsolète en une nuit. La réaction de Berlin fut celle de la fureur, puis de la panique, et enfin de l'imitation. Hitler ordonna à ses meilleurs ingénieurs, ceux de Main et de Daimler-Benz, de faire l'impensable, copier le T-34. Ils furent envoyés sur le front pour disséquer les chars soviétiques capturés. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. Sous la peau d'acier inclinée de Kochkine, ils trouvèrent la suspension de Christie, et ils la copièrent.
Le résultat de cette panique industrielle fut le Panzerfeind, le Panther. L'un des chars allemands les plus célèbres, l'icône de la fin de guerre, n'était, en réalité, qu'un hommage allemand au T-34 soviétique, qui était lui-même un hommage au rebut américain de Christie. Le designer licencié armait désormais par procuration les deux plus grandes armées du continent européen. Mais l'ironie, la tragédie suprême de cette histoire n'était pas encore complète. Pendant que les Russes et les Allemands se battaient avec la descendance de son génie, J. Walter Christie, lui, était toujours en Amérique, toujours un paria. Il continuait de proposer de nouveaux concepts, des chars volants, des véhicules de 1000 chevaux, à l'Ordnance Department. Et l'Ordnance Department, avec un mépris bureaucratique total, continuait de le rejeter, tout en produisant en masse le M4 Sherman, un char fiable certes, mais basé sur une technologie de suspension, les ressorts verticaux, déjà vieille de 10 ans, une technologie que Christie avait tenté de détruire. Le 11 janvier 1944, J. Walter Christie mourut. Il mourut à l'hôpital, d'une crise cardiaque, ruiné, amer et largement oublié. Il mourut 6 mois avant le jour J. Il mourut avant de voir le chapitre final et le plus cruel de son histoire s'écrire. En juin 1944, les soldats américains débarquèrent en Normandie. Ils débarquèrent dans leur M4 Sherman, la machine que leur armée avait choisie à la place de l'invention de Christie. Et dans le bocage normand, qui ont-ils rencontré? Ils ont rencontré les Panthers. Ils ont rencontré les chars allemands, construits avec le blindage incliné et la philosophie de suspension copiée sur le T-34 russe, qui avait lui-même été copié sur le prototype M1931 de Christie. L'armée américaine s'est retrouvée en train de se battre et de mourir contre le fantôme de son propre génie. L'invention qu'elle avait mise au rebut, l'homme qu'elle avait licencié, l'avait contournée par la Russie et l'Allemagne, pour revenir la hanter sur le champ de bataille. Le T-34, lui, devint la véritable légende. Produit à plus de 80 000 exemplaires, ce fut le raz-de-marée d'acier qui engloutit la Wehrmacht de Kursk à Berlin. Ce fut le char qui gagna la Seconde Guerre mondiale. Le prototype mis au rebut était devenu le sauveur du monde. L'histoire de J. Walter Christie est une leçon tragique, celle du génie non reconnu. Mais c'est aussi le triomphe ultime, car son prototype, l'enfant qu'il avait conçu, même licencié, même rejeté, même mis au rebut, était si puissant qu'il a refusé de mourir. Il s'est échappé de son hangar, a changé d'uniforme et est devenu la légende qui a changé le monde.